Bon, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Avec grand plaisir. Donc, je pense qu'on va commencer. Donc, comme j'ai déjà expliqué, notre reportage, c'est vraiment sur le plan vélo de la France et aussi la mise en place des pistes cyclables, l'aide financière aussi pour la réparation, tout ce qui a été mis en place. Et il me semble que la Fédération des usagers de la bicyclette, vous avez travaillé directement avec le gouvernement pour mettre en place ce plan. C'est bien le cas ? Nous, on défend le fait que le vélo, c'est un geste barrière en soi, c'est-à-dire que quand vous êtes à vélo, vous n'êtes ni en contact avec les surfaces, et vous risquez pas non plus de vous contaminer par voie de bicyclette. Et donc, en plus, vous libérez des places dans les transports en commun, et on vient de voir dans l'annonce du Premier ministre que les transports en commun ne seront vraiment réservés aux heures de pointe que aux personnes qui ont un motif impérieux. À l'inverse, si des personnes prennent leur voiture, ça va dégrader la qualité de l'air. Or, une qualité de l'air dégradée, ça veut dire des personnes déjà atteintes du Covid-19 dont les symptômes vont s'aggraver. Et en plus, globalement, si tout le monde prend sa voiture, ça va faire des embouteillages énormes, des problèmes de congestion. Et donc, comme le vélo est 6 fois plus capacitaire à emprise égale si on compare à la voiture, et que les transports en commun seront à moins 85% de leur capacité habituelle, le vélo permet à la fois d'avoir ce geste barrière vis-à-vis de la pandémie, de permettre aux gens de se déplacer et en même temps de réavoir un peu d'activité physique parce qu'on a eu un confinement de 8 semaines en France. C'est très mauvais pour la santé mentale et la santé physique de ne pas avoir eu d'activité physique. Beaucoup de gens ont subi des pertes de revenus. Or, se déplacer à vélo, c'est par excellence le moyen le moins cher. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a convaincu le ministère des Transports de mettre en place un plan ambitieux pour que les Françaises et Français puissent sereinement se déplacer à vélo. Ça ne veut pas dire que on incite les gens à se déplacer autant que possible. Il faut néanmoins télétravailler tant que possible, décaler ses déplacements en dehors des heures de pointe. Néanmoins, voilà, on a été entendu sur la pertinence du vélo. Alors, une fois qu'on a dit qu'il y a une pertinence du vélo, quelles sont les mesures à mettre en place? On a vu dans le monde entier, et donc ensuite en France, quelque chose qui constitue un peu la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire les pistes cyclables temporaires, expérimentales, certains appellent ça Corona Piste. Et ce sur quoi on a alerté le ministère, c'est que si on ne fait que ça, en gros, on aura ceux qui prennent le vélo déjà, qui seront juste plus confortables que d'habitude. On a dit, il faut que les gens aient un vélo, il faut qu'ils sachent comment s'en servir, il faut qu'ils puissent le garer pour pas se le faire voler. Et si on n'a que les pistes, c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Et donc là-dessus, on a été entendu. Il va y avoir un chèque réparation pour permettre aux Françaises et aux Français qui en ont besoin de sortir le vélo qu'ils ont déjà au fond de leur cave ou de leur garage et de le remettre en état. On va évidemment aussi appeler à la solidarité pour que les gens qui n'ont pas besoin de vélo et qui en ont puissent les prêter. Donc, on a une plateforme en ligne pour prêter les vélos. Par ailleurs, évidemment, beaucoup de gens vont en acheter aussi, vu que les vendeurs de vélos n'en ont pas vendu depuis 2 mois et c'est d'habitude en mars qu'arrivent les nouvelles collections. Donc, les magasins sont également bien achalandés. Donc, ça, c'est en ce qui concerne de doter tout le monde d'un vélo. Entre ces 3 modes-là, on devrait y arriver. Par ailleurs, on a un plan très ambitieux pour donner un espèce de coaching, donc ce qu'on appelle de la remise en selle, de la remise en confiance, pour que celles et ceux qui sont habitués à faire du vélo pour du tourisme ou du loisir, une fois par an sur l'île de Ré, pour qu'on leur indique les bons réflexes à adopter à vélo, qu'on les aide à s'équiper, à choisir leur vélo, également à choisir leur itinéraire, vu que ce ne sera pas l'itinéraire habituel compte tenu notamment des nouvelles pistes cyclables. Et enfin, à destination, il y aura des stationnements vélos temporaires mis en place très rapidement. Là, ils sont en train d'être mis en place aujourd'hui en vue du déconfinement qui débute lundi. Et donc, ça permettra de ne pas se faire tout simplement voler son vélo pendant qu'on travaille ou la nuit. Voilà. Donc, plus que donner juste de la place à ceux qui font déjà du vélo, c'est aussi dans le but d'encourager des gens qui n'ont pas l'habitude de le faire, de commencer le vélo. Tout à fait. Le but, c'est que celles et ceux qui d'habitude prennent les transports en commun ou la voiture
puissent faire autrement parce que la voiture, ça pollue et parce que les transports en commun vont avoir une capacité très réduite. Et donc, la bonne solution, c'est soit d'éviter de se déplacer, soit de se déplacer à pied ou à vélo. Et donc, vraiment, le but de ce plan, c'est de faire en sorte qu'il soit crédible, tout simplement, de proposer aux gens de se déplacer à vélo ou proposer aux parents de laisser leurs enfants aller à l'école à vélo. Notamment les transports scolaires, c'est quelque chose, c'est un casse-tête incroyable. Euh, Or, beaucoup d'enfants, finalement, sont dans un périmètre qui permet tout à fait d'envisager d'aller à l'école à vélo. Et il y a une dernière cible, ce sont les employeurs. La semaine prochaine sera publié un décret qui va autoriser l'employeur à verser une prime qu'on appelle le forfait mobilité durable, donc qui peut aller jusqu'à 400 € par an, pour encourager les salariés qui se déplacent à vélo à le faire. Et donc, c'est une prime qui est exemptée de charges sociales pour l'employeur et d'impôt sur le revenu pour le salarié. Donc, c'est un dispositif très efficace pour marquer la reconnaissance de l'employeur à l'employé qui fait l'effort de venir au travail à vélo en cette période si difficile. Et donc, du coup, quels sont les effets que vous espérez de ce plan vélo? Alors, nous, en ce qui concerne la réparation, on espère réparer 300 000 vélos d'ici la fin de l'année et mettre enfin en place ce qu'on appelle pompeusement l'économie circulaire. Il y a déjà 30 millions de vélos pour 65 millions d'habitants en France. Il n'y a pas forcément besoin de passer son temps à en acheter. On a une dizaine de millions sur les 30 millions il suffirait qu'ils passent quelques heures chez un mécanicien pour qu'ils retrouvent une seconde jeunesse. Et maintenant que l'emploi a été tellement éprouvé par les deux mois de confinement, on pense que c'est bien de redonner de l'emploi, de la main-d'œuvre locale à des gens qui vont remettre en état des vélos plutôt que de céder à la solution de facilité qui est d'acheter des vélos neufs. Donc c'est le but sur le réemploi, c'est de réparer 300 000 vélos. Le but sur la vélo-école, donc les remises en selle, c'est d'accompagner toutes celles et ceux qui ont besoin d'être rassurés, éventuellement juste au téléphone, pour d'autres personnes vraiment dans la rue. Et en ce qui concerne le stationnement, c'est qu'il y ait au moins autant de places de stationnement que de vélos qui circulent et que personne ne soit obligé de stationner n'importe comment, sachant que les gens qui vont stationner n'importe comment, ça va entraver les déplacements des piétons et c'est absolument pas ce qu'on cherche, vu que les piétons, ils doivent justement pouvoir eux aussi garder les distances. Donc, vous espérez vraiment qu'il y ait une forme de transformation de l'espace urbain pour, C'est vrai que sans chercher des bons côtés à la période de confinement, on a été frappés tous en France pendant ces 8 semaines par le silence, par le fait qu'on entende les oiseaux chanter, par le fait que la qualité de l'air s'améliore et on s'est rendu compte de tout l'espace que l'automobile finalement occupe. Et si on peut proposer d'autres façons d'utiliser l'espace public pour créer des territoires où la marche et le vélo sont naturels pour les distances courtes et moyennes, cela permettra, en plus de contrer cette terrible crise qui est inédite, hein, il n'y a jamais eu un confinement suivi d'un déconfinement dans l'histoire de la France, ça va permettre aussi de répondre à une des crises qui sont la crise de la sédentarité, des problèmes de santé dus au fait que grâce au progrès du 19e et du 20e siècle, on n'a plus besoin de travailler avec autant d'activité physique. Le pendant, c'est que du coup, on a des maladies cardiovasculaires, maladies mentales et autres liées au manque d'activité physique. Et donc, si, grâce à ce plan d'urgence qui va nous permettre de circuler, on retrouve le goût pour avoir des espaces publics où il est agréable de marcher et envisageable de prendre le vélo, on aura gagné également sur cet urbanisme, sur cette urbanité, sur les aménités de la ville qui vont justement rendre les territoires attractifs et donc, du coup, pour une fois, on va lier ce qui est bon pour la santé avec quelque chose d'agréable. C'est vrai que quand on dit quelque chose est bon pour la santé, c'est souvent vécu comme une contrainte. Faut pas manger telle chose, faut pas boire telle chose. Et c'est toujours vécu comme des contraintes, des restrictions de liberté. Alors que là, la liberté de pouvoir librement se déplacer à pied ou à vélo, c'est une liberté supplémentaire et qui apporte de la santé et du bien-être. et est-ce que vous espérez aussi qu'il y a une forme de durabilité dans ces mesures-là? Une forme de pardon? Durabilité. Qu'est-ce que vous espérez dans la durée? Non, on avait des élections prévues au mois de mars.
on est dans l'entre-deux tours le plus long de tous les temps. Et on a bien senti que l'élection, le mandat 2020-2026, de toute façon, s'annonçait comme un mandat, le mandat du vélo. On a vu dans toutes les villes, que ce soit des petites ou des grandes villes, que l'ensemble des candidats, pas uniquement les candidats écologistes qui traditionnellement soutenaient le vélo, maintenant c'est devenu unanime, droite à gauche. Et donc, on s'attendait à ce qu'il y ait des progrès pour le vélo au cours de ce mandat, mais plutôt à ressentir en fin de mandat, parce que les politiques publiques mettent du temps à se mettre en œuvre. Là, avec cette crise et avec les leviers que le vélo offre pour sortir de cette crise, on va finalement gagner 5 ans d'un seul coup. Et il n'y a aucune raison que les aménagements qu'on va faire avec des glissières en béton, de la peinture jaune et des éléments en plastique rouge et blanc ne soient pas, dès la fin du confinement, du déconfinement, pérennisés sous la forme cible, hein, avec des vrais beaux aménagements. Et en plus, ça pourrait même devenir une bonne pratique avant de créer un aménagement, de le tester. C'est pour ça que je parle d'urbanisme expérimental, parce que finalement, on va se dire, peut-être que la piste cyclable, il faut la mettre du côté nord, peut-être qu'il faut la mettre du côté sud. Là, en une seule nuit, on peut décaler des glissières et tester le lendemain une autre configuration. Parce qu'on sait que quand on fait des aménagements urbains, après, ils sont amenés à durer 50 ans. Et quand on se trompe de géométrie, quand il y a des problèmes pour les piétons et les cyclistes, on reconnaît l'erreur, mais souvent on n'assume pas de revenir sur son erreur. Alors qu'en faisant de l'urbanisme expérimental, on peut tester pendant des mois des configurations pour ensuite ne pérenniser que celle qui fait le plus l'unanimité. Et donc là, finalement, on est forcé par cette crise à faire des aménagements expérimentaux. On aura au moins 1 millier de kilomètres d'aménagement de ce type-là dans toute la France, pas que à Paris, mais d'ouest en est, du nord au sud. Et donc, je suis sûr qu'on va beaucoup apprendre sur les façons de faire des aménagements cyclables de manière pertinente. Donc, globalement, je pense que au-delà de pérenniser les kilomètres d'aménagement qui vont se matérialiser, qui sont déjà matérialisés, mais qui vont le faire d'ici le 11 et même peut-être la semaine suivante, on va aussi apprendre sur la méthode et on va se rendre compte qu'avec le vélo, on n'est pas obligé de faire comme une autoroute, on ne peut pas la faire de manière expérimentale, on ne peut pas faire une autoroute test et ensuite se dire finalement on va la décaler de 10 km. Avec les aménagements piétons et cyclables, on peut se permettre de faire ça et je pense que le fait qu'on puisse le faire très vite ne nous empêchera pas pour les fois suivantes de prendre quelques mois justement pour, au lieu de réfléchir devant des projections d'artistes et des plans que personne n'arrive à lire sauf être architecte, on pourra se projeter réellement dans l'espace et imaginer et choisir la meilleure solution. Donc du coup, en quelque sorte, cette crise a aussi avancé, accéléré une transformation de l'espace urbain et aussi des modes de transport qu'on attendait, que les gens demandaient. C'est vrai que transformer l'espace public et transformer les façons de se transporter, c'est toujours facile dans un PowerPoint ou dans une stratégie qu'on rédige qui fait 50 pages et on dit c'est stratégie horizon 2030, voilà, et on se met des objectifs, il faut qu'il y ait 3 fois plus de cyclistes, moins de voitures, etc. Mais c'est toujours difficile à mettre en œuvre parce qu'il y a cette phase intermédiaire où il n'y a pas encore les pistes cyclables, on ne peut plus circuler en voiture, c'est très difficile. Et c'est ça qui fait que finalement, les grands changements, le plus facile en gestion de changement, c'est de les faire au moment où il y a des crises. Il ne s'agit pas de se réjouir des crises, mais de prendre acte que les crises existent. Les Pays-Bas se sont mis massivement au vélo suite, et pas grâce, à la crise du premier choc pétrolier. La ville de Copenhague l'a fait dans les mois qui ont suivi le second choc pétrolier en 1980. Et c'est vrai que le vélo est une solution résiliente parce que c'est bon marché à la fois pour l'usager et à la fois pour les collectivités ou l'État. En plus, c'est bon pour la santé. À tous les coups que vous pédalez 1 km, ça fait gagner 50 centimes à la sécurité sociale, à la société. Et donc là, comme on n'a pas trop le choix, on se met au vélo et tout le monde découvre que finalement, c'est une bonne chose. Et donc, l'idée que le vélo, c'est bien, ça, tout le monde l'avait partagé. Et il y avait un côté un peu utopiste, mais tout le monde y croyait. Par contre, tout le monde disait, ah oui, mais ça va être compliqué à mettre en place. Là, comme on n'a pas le choix, on va le faire d'un seul coup et on a des équipes qui travaillent jour et nuit pour peindre, pour tracer, etc. Parce que on n'est pas capable de doubler le nombre de métros, on n'est pas capable de faire en sorte que les voitures ne s'embouteillent pas. Donc, le seul espoir, c'est d'essayer de faire quelque chose pour la bicyclette, mais pas pour les cyclistes, mais pour que les gens deviennent cyclistes.
C'est pas pour un petit groupe de cyclistes qu'on fait tout ça, c'est pour que tout le monde puisse avoir le choix de prendre son vélo. Et donc, en effet, c'est dans ce genre de crise qu'on prend des décisions fortes et qui ensuite ont une influence dans toute la suite. Quoi. Dans 50 ans, on vivra toujours les conséquences du fait qu'en 2020, le vélo a été identifié comme une des solutions. Et donc, du coup, vous avez aussi travaillé, je pense, sur ce plan vélo, sur la façon dont doivent être mises en place les pistes. Donc, quelle est la meilleure façon de... Tout à fait. Alors, on a travaillé avec main dans la main avec les services de l'État. On a sorti dans un temps record et un travail admirable en termes de collaboration. On est tous maintenant habitués à faire des visioconférences du matin au soir et d'être dans des documents partagés parce que les réunions physiques, il n'y en a pas. Et finalement, on n'a jamais autant travaillé ensemble. On a organisé des webinaires. Et en fait, on a fait un webinaire le 22 avril auquel on a eu un problème qui illustre bien où on en est. C'est-à-dire qu'on s'attendait à avoir 150, 200 personnes et la salle a explosé. Il y a eu 500 personnes. Et donc, moi au moment où j'ai voulu me connecter, on m'a dit, bah non, il y a déjà eu 500, vous ne pouvez pas rentrer dans la salle. Alors voilà, et on a eu plus de 100 collectivités ce jour-là, dont certaines dont on ne supposerait jamais qu'elles s'intéresseraient au vélo, qui étaient là et qui ont dit, bah, écoutez, nous on a tel problème, tel problème, tel problème. Et donc nous, on a essayé de rapporter telle solution, telle solution, telle solution. Et donc là, en 2 semaines, alors d'habitude ça fait 3 ans, on a sorti un guide technique qui fait une quarantaine de pages et qui montre voilà, tel profil, telle solution, alternative, etc. Et donc tout le monde y croit. Et tout le monde est impatient de sortir du confinement, hein, de pouvoir marcher, faire du vélo. Et donc, clairement, là, c'est un exemple incroyable de collaboration entre l'État, les collectivités, les associations, les experts indépendants qui vraiment sans être payés pour, en ayant une seule motivation, c'est celle de sauver des vies, hein, de réduire on est là quand même, de réduire la seconde vague du Covid et de redonner de la liberté d'aller et venir aux Françaises et aux Français. Donc, c'est vraiment quelque chose à notre échelle. Nous ne sommes ni médecins, ni soignants, mais on a tout fait. Et les mécaniciens vélo le feront dès la semaine prochaine en travaillant avec des horaires étendus, en faisant vraiment le minimum et en priorisant celles et ceux qui vont se servir de leur vélo pour les vrais déplacements, pas pour faire du sport le week-end et autres. Ces gens-là, on les aime beaucoup, mais j'en fais partie aussi. Mais ce ne sont pas eux qui sont prioritaires parce que là, le but, c'est de faire redémarrer le pays sans faire redémarrer l'épidémie. Et donc, du coup, quelles sont les différentes façons que vous conseillez de mettre en place ces pistes cyclables? Parce que je me dis que c'est quand même pas facile de le faire en si peu de temps. Quelles sont les solutions que vous avez proposées? Les solutions sont finalement relativement simples. On a puisé dans ce qu'on appelle le tactical urbanism, l'urbanisme tactique. L'urbanisme tactique, à l'origine, ce sont des habitantes et des habitants qui reprennent l'initiative autour de chez eux en mettant des pots de fleurs, avec des bouts de ficelle, en reconfigurant l'espace public pour que les voitures aillent un peu moins vite, pour que l'espace public soit plus agréable. Là, on s'en inspire, c'est pas exactement ça qu'on fait, mais avec de la peinture jaune, avec tout ce qu'on trouve en termes de séparateurs. C'est vrai qu'on a des stocks épuisés donc que ce soit des glissières en plastique qui sont blancs et rouges alternativement, ou même des glissières en béton ou des plots, vous savez, les plots orange et blanc. En tout cas, on se débrouille comme on peut pour séparer un espace pour les cyclistes. Tant que possible, on essaie de faire de chaque côté de la rue une piste cyclable qui est dans un seul sens. Habituellement, on aime bien faire des pistes cyclables bidirectionnelles, mais là, comme le but, c'est qu'il y ait une distanciation, on veut éviter que les cyclistes se croisent. Mais quand c'est pas possible, on ne le fait pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que de temps en temps, on est obligé de fermer des sorties pour les voitures, parce qu'on a des voitures qui ont une sortie, donc ça croise la piste cyclable. Donc quand cette sortie n'est pas indispensable au fonctionnement automobile, on la ferme pour tout simplement sécuriser au maximum les cyclistes. Et voilà, donc, le guide fait une quarantaine de pages, mais finalement, la principale chose, c'est de travailler sur les continuités et sur les points noirs. Les points noirs, à Paris en tout cas, c'est souvent les ponts, c'est souvent les portes d'entrée à Paris. Le plus emblématique, je pense que c'est le pont de Neuilly, hein, qui relie la Défense, le plus grand pôle d'emploi
d'Europe qui est habituellement desservie à 95% par le RER et la ligne 1 de métro et le tramway. Là, le nombre de gens qui vont pouvoir arriver à la Défense va être très réduit, mais le pont de Neuilly qui mène à la Défense, avec l'axe est-ouest parisien, aujourd'hui, il n'est doté que d'un petit trottoir sur lequel il est interdit d'être à vélo. Les voitures roulent à 70 et il y a 4 fils pour les voitures. Et donc, le choix qui a été fait, c'est de créer une piste cyclable de 4 mètres de large, de supprimer donc une des fils de circulation automobile, et à la sortie du pont, d'interdire les voitures de sortir vers la Seine pour maintenir la continuité de cette piste cyclable expérimentale, et ensuite de remonter vers la Défense par le boulevard circulaire, enfin, qui habituellement n'est pas vraiment pas l'endroit où on trouve des cyclistes. Et voilà, donc il y a vraiment des réalisations emblématiques. Enfin, il y a 2 mois, je vous aurais pas cru si vous m'aviez indiqué qu'on pourra faire du vélo tranquillement, en toute sécurité, le 11 mai sur le pont de Neuilly. J'aurais pris ça pour une blague. Même pour les Jeux Olympiques, hein, on partage avec le Japon ce genre d'échéance-là. Nous, on espérait pouvoir avoir un embryon de réseau express vélo qui pourrait préfigurer ce que serait un jour ce qu'on appelle le RERV. Et là, Valérie Pécresse, donc la présidente de Région de France, qui travaille très bien avec le préfet, le représentant de l'État, le préfet Cadeau, se sont mis d'accord pour mettre en place une partie de ces pistes qu'on n'imaginait même pas pour 2024, et elles seront pour partie prêtes dès le 11 mai. Donc c'est un accélérateur incroyable, et on ne voit surtout pas comment ça pourrait revenir en arrière. En plus, on est mi-mai, donc c'est plutôt le moment où la météo est clémente et les jours sont longs, il n'y a pas de problématique d'éclairage, etc., ou de visibilité. Donc là, comme en plus le déconfinement va durer longtemps, parce qu'on sait que tant qu'il n'y a pas de vaccin, il va falloir vraiment préserver les distances. On n'est pas à des taux de couverture qui permettent l'immunité collective. Et donc, c'est amené à durer. C'est pas du provisoire pour 2 semaines, ce qu'on est en train de mettre en place avec ces pistes cyclables. Et donc, comme les gens vont faire une demi-saison et la saison estivale, enfin, ils vont en redemander plus. Pas tous. Certains seront très contents de retrouver le métro le jour où ils pourront le retrouver. Mais tout un tas d'autres personnes vont dire, mais finalement, pourquoi on n'a pas fait ça il y a 20 ou 30 ans? Mais justement, comment ça se fait que d'un coup, on arrive à mettre en place en quelques semaines quelque chose qu'avant la crise, on n'imagine même pas dans les 5-10 prochaines années? C'est très simple, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on ne peut pas doubler le nombre de métros, parce qu'on n'a ni les rames ni les conducteurs, parce que la voiture, si on met tout le monde dans les voitures, ça va être congestionné. Et donc finalement, le vélo, c'est un peu la seule chose qui nous donne un peu d'espoir d'avoir quelque chose qui marche, à condition qu'une partie des gens télétravaillent et que d'autres décalent leur déplacement. Mais comme à emprise égale, si vous prenez 4 mètres de large, vous allez passer 6 fois plus de personnes à vélo que de personnes dans des voitures. D'habitude, le plus capacitaire, c'est le mass transit, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça en anglais. Le problème, c'est qu'actuellement, le mass transit, on va lui dire moins 85%, donc ça va plus du tout être du mass transit, enfin, ça va rester quand même beaucoup plus capacitaire que la voiture. Mais si ne serait-ce que 10% de ces personnes qui prennent le métro, le RER A, reprennent leur voiture, mais ça va juste tout congestionner. Je ne vous parle même pas de la pollution de l'air et sonore que ça va faire. Alors que si on enlève une des fils, certes, de la voiture, mais qu'on met des cyclistes dessus, ça fera passer 1 fois plus que si c'était une file automobile. Et donc et sans faire de bruit, sans émettre de pollution, et en permettant aux gens d'avoir 1 heure d'activité physique par jour. Donc globalement, ça coche toutes les cases, mais l'espace public est tellement difficile à partager que sans crise, c'est très difficile d'aller vite. On a vu les critiques que Anne Hidalgo a subies pendant son mandat, notamment avec l'emblématique rue de Rivoli. Maintenant, plus personne ne se verrait revenir dessus. Et là, à partir de lundi, la rue de Rivoli sera totalement fermée au trafic automobile, à part les livraisons, les bus et les taxis. Pourquoi? Parce que malgré ces 4 mètres de large, on voyait que même en temps normal, il y avait tellement de cyclistes dessus qu'ils avaient du mal à être à des distances qui seront celles recommandées pour les cyclistes en post-Covid. Et donc, on va du coup faire, ce sera, je pense, la piste cyclable la plus large du monde, rien que ça. Mais c'est vrai que quand on voit que sur la ligne 1 du métro, aux heures de pointe, vous avez un métro toutes les 90 secondes, c'est un métro automatique. C'est à peu près le flux d'êtres humains le plus important qu'on est capable d'imaginer. Si ces gens-là doivent se reporter à vélo ou encore en voiture, il faut vraiment beaucoup de place. En voiture, c'est strictement impossible, et à vélo, c'est possible qu'à condition d'étaler un peu l'heure de pointe et d'avoir des vraies infrastructures
bien sécurisé, bien. Et au final, quels sont les défis, les difficultés de ce plan, de cette encore pour l'avenir? Paradoxalement, le plus difficile, ça va être de faire en sorte que les gens aient tous des vélos, parce qu'à Paris, les appartements sont exigus, donc les gens utilisent souvent le vélo en libre service, et le vélo en libre service n'est pas conçu pour gérer des situations de crise. Et par ailleurs, on a un autre problème, c'est le stationnement, le stockage des vélos, et donc le risque de vol. Et donc finalement, aujourd'hui, même si la partie la plus visible, la plus impressionnante, ce sont les pistes cyclables, ce qui va être le facteur limitant de voir à quel pourcentage des Français et des Français qui se mettent au vélo, ça va bien être la possession du vélo et la possibilité ou pas de le stocker. D'ailleurs, s'ils n'ont pas la possibilité de stocker, même s'ils ont la possibilité d'acheter ou de réparer, ils ne le feront. Parce qu'il y a une peur du vol. Il y a une peur du vol et objectivement, c'est un des fléaux qui bloque le vélo en France. Ok, bah on est bien. Merci beaucoup. Ben, je vous remercie. Du coup, ce sera diffusé sous quelle forme? Enfin, alors, ce sera diffusé. Du coup, on va couper. On n'utilisera sûrement que quelques phrases synthétiques de l'interview, même si elle était longue, parce qu'on l'utilise aussi comme information. Donc, on se passe. Bien sûr, c'est évident. Oui, c'est normal. Et ce sera un reportage qui sera dans notre émission d'actualité, sûrement la semaine prochaine. Ouais, super. Sûrement la semaine prochaine. Mais on peut vous envoyer une copie, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Avec voilà. grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, après le temps. Et très bonne soirée. Très bon week-end.